voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et nous recevons aujourd'hui Jean-François Carpentier, professeur à l'université de Rennes 1. Nous allons parler du traitement des déchets plastiques. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux jeunes stagiaires, donc Margot et Théo. Alors, on y va. Jean-Louis, je te laisse la parole. Oui, eh bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, qui a des effets dans notre vie quotidienne et qui concerne aussi la Terre entière. Alors Jean-François Carpentier est un chimiste et donc nous allons parler avec lui de traitement des déchets plastiques, parce que la chimie évidemment est beaucoup plus large que celle-là. Mais alors la règle chez nous, c'est quand même d'abord de savoir un peu d'où viennent nos invités. Alors Carpentier, j'ai eu l'occasion, Félix, d'écrire quelques petites choses sur Aléro Carpentier. Oui, je me suis posé la question en préparant l'émission, à vrai dire. Aléro Carpentier est un des grands écrivains cubains et qui m'avait toujours étonné parce qu'il avait un prénom espagnol, Aléro, et un nom français, Carpentier. Alors quand j'ai invité évidemment Jean-François à venir à cette émission, je lui ai demandé s'il avait éventuellement des liens avec cette personnalité assez exceptionnelle de la littérature latino-américaine. Mais non. Moi, je l'ignore. Bon, Carpentier, c'est un patronyme extrêmement répandu. Qu'il vient du Nord, essentiellement. Oui, qui vient du Nord. Vous savez que dans le Nord, on a tendance à transformer les cheux en queue. Une chaise, ça se dit une caillelle, pas de fois du Nord. Et les charpentiers sont devenus des carpentiers. Alors c'est un patronyme hyper courant. Je te racontais, Jean-Louis, quand je suis arrivé au bac, j'étais en série D, dans un lycée. J'arrive, je vois mon nom sur une table, je m'assois. J'étais pas assis, qu'il y a quelqu'un, un jeune comme moi, qui arrive et qui me dit « Je suis désolé, mais c'est ma place. » Je dis « Ah bon ?» Je me lève. Les deux autres tables en face, c'était des Jean-François Carpentier. Même série, même année, tout ça. Il y avait plusieurs pages dans le bottin de Carpentier, c'est très court. Alors, les notes qui ont été données, c'était sur le meilleur que tu as pu récupérer ou parce que là, il y avait une confusion possible du point de vue des résultats du bac. Ah oui, mais c'est là que c'est important d'avoir un deuxième prénom et d'avoir une date de naissance. Heureusement, ils n'étaient pas le même jour que moi, je pense. Alors autrement, donc école primaire, école Alors moi, collège, tout dans le Nord. J'ai fait toute ma scolarité et une première partie de ma carrière dans le Nord. En pratique, moi, j'ai fait un bac D parce que j'ai été très rapidement orienté par tout ce qui touchait autour des sciences de la nature. Vous regardez, le bac D, à l'époque, c'était physique, chimie, biologie, sciences naturelles, très orienté sciences naturelles. Moi, je suis originaire d'un milieu rural, très habitué à gambader tous les dimanches dans la nature. J'étais très attiré par ça. Et puis, dès mon plus jeune âge, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai un prof de collège qui m'a donné super envie de faire de la paléontologie et de la minéralogie, d'aller chercher des fossiles et d'aller chercher des minéraux dans le truc. Et ça a beaucoup guidé mon parcours scolaire, puis universitaire. Donc quand je suis arrivé en terminale, moi, j'avais pour objectif essentiel soit de faire de la chimie, mais j'aimais bien notamment tout ce qui était traitement, et j'étais très attiré par la pharmacie. Et j'ai passé un concours qui s'appelait Santé Navale à l'époque. C'était la possibilité de devenir pharmacien dans les écoles militaires, dans la marine. Et j'ai passé ce concours, et mes parents m'ont laissé passer ce concours. Et quand j'ai eu le concours, mon père m'a dit « T'iras pas là-bas ». Et j'ai été militaire pendant 27 mois, tu finiras pas militaire, mon fils. Il n'était pas antimilitariste, mais il m'a dit, tu feras pas une carrière dedans. Donc il m'a encouragé. Alors moi, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 17 ans. Et j'ai pas eu envie de le contrarier. Et j'ai dit, bon, dont acte, je vais aller m'inscrire sur les bancs de la faculté de pharmacie classique. Et j'étais jeune à l'époque parce que j'avais eu mon bac avec 1 an d'avance.
Et je suis arrivé sur les bancs des amphithéâtres à l'université de Lille. Je pense qu'on devait être 1000 ou 1500. J'ai jamais vu ça. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, j'étais pas mûr pour ça. Voilà. Du coup, je me suis retiré et je me suis inscrit dans un BTS de chimie. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants qui étaient extraordinaires. Dans les BTS, ça n'a pas dû changer beaucoup entre... On dit on dit effectivement que dans les BTS et dans les filières technologiques, beaucoup de profs sont des profs motivants, encourageants. Complètement. Motivants et motivés. On était dans un tout petit effectif, on était une classe, on devait être 18 de mémoire. C'était très scolaire. Donc, pour ma mutation, c'était l'idéal. Puis bon, j'ai particulièrement bien réussi mon BTS. Et c'est un concours national, j'ai eu la chance de finir premier. Et à cette époque-là, il y avait déjà un programme de promotion, d'ascension, où ils ont demandé aux écoles d'ingénieurs d'ouvrir des places sur les titulaires de BTS. Et donc, on a été 2 à pouvoir intégrer notamment une école d'ingénieurs chimistes à Lille. Je suis rentré là-dedans. Je me souviens que je me suis pris un entretien préalable par le directeur de l'époque. Je l'ai compris différemment a posteriori, cet entretien, parce qu'au début, il me paraissait extrêmement condescendant, laissant sous-entendre qu'il avait été contraint de prendre des mauvais élèves, qu'on allait tirer son niveau vers le bas, qu'il allait falloir compenser, et ainsi de suite. Je suis sorti de là avec un savon, et j'étais pas rasséréné, loin. Et puis, il m'a tellement mis la pression que pour finir, j'ai fini major de l'école. Et après, il m'a dit, mais on avait toujours eu confiance en vous. Et c'est lui qui m'a engagé vers la recherche. Il m'a dit, je vais vous offrir quelque chose de bien. Je vais vous offrir un tremplin entre l'industrie et le monde de la recherche. Et dès la 2e année d'école d'ingénieur, il m'a mis en contact avec une société qui n'existe plus, mais que beaucoup de gens connaissent encore, qui était Elf Aquitaine. Oui. Qui est rentré dans le giron de Total, après, et où il cherchait à avoir des jeunes comme ça, qui pouvaient s'impliquer dans le domaine de la recherche. Donc j'ai fait des stages de recherche avec Elf, et puis Elf m'a proposé de faire une thèse. Donc j'ai fait une thèse de doctorat, toujours à Lille, je suis resté dedans. On n'est pas très mobile, des gens du Nord. Et je reviendrai dessus d'ailleurs après, sur une dernière anecdote un peu singulière qui n'a plus du tout sa place actuellement. Et donc j'ai fait ma thèse pour Elf, et à l'issue de cette thèse, Elf était prêt à m'embaucher, et les gens de l'industrie m'ont dit, mais on vous sent vraiment passionné par la recherche académique, on vous encourage à y aller, et si vous, après, nous on n'est pas maîtres, c'est pas nous qui embauchons au CNRS, mais si vous êtes pris, on vous accompagnera pour travailler ensemble. C'est assez exceptionnel, ce genre de situation. Hein. Complètement, ça remonte à... J'ai fini ma thèse en 92, et je suis parti faire mon service militaire. Il y avait encore un service militaire à l'époque. Je suis parti faire mon service militaire comme scientifique du contingent. Très intéressant, au commissariat à l'énergie atomique, là où on parlait de... Et là, c'était plus à Lille, quand même. Non, là j'ai dû faire une petite mobilité. C'était un bon, là. Tours. Je suis allé à Tours, vous imaginez, 4 heures de train de Lille. C'était compliqué, quoi. Mais je revenais tous les 15 jours, quand même. Et pendant cette année-là, j'ai préparé le concours du CNRS, et le CNRS était très intéressé par recruter des nordistes pour pouvoir injecter des postes de chercheurs dans les labos du Nord. Parce qu'on souffrait d'une réputation terrible dans le Nord. C'était Bienvenue chez les Ch'tis Empire, où, quand il y avait des gens qui étaient recrutés là, qui n'étaient pas du Nord... Ils restaient pas. Dès qu'ils en avaient la possibilité, ils partaient. Donc ils se sont dit, en recrutant un produit local, il va rester celui-là. Alors, j'espère ne pas avoir été recruté exclusivement parce que j'étais natif de Lille, mais j'ai été recruté au CNRS pour travailler dans ce laboratoire qui était dans la banlieue de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, et j'y suis resté de 93 à 2001. Voilà. Quand même. Quand même, voilà. Et j'ai eu la possibilité de collaborer notamment avec Elf, puis Total, et de fil en aiguille, je me suis mis à travailler de plus en plus sur le domaine des plastiques. Et à un moment donné, comme j'ai vraiment voulu m'émanciper, j'ai pris un poste de professeur à l'université de Rennes en 2001. Et là, j'ai eu l'occasion vraiment de lancer mon groupe. Et j'ai eu, ça c'est une grande liberté que l'on a dans le système académique en France, c'est que vous êtes maître de vos sujets de recherche.
Pour autant que vous arrivez à trouver de l'argent pour pouvoir les financer, et que par derrière on juge quand même ce que vous fassiez et un minimum de pertinence, eh bien vous pouvez faire ce que vous voulez. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà, on sentait qu'il y avait un gros problème avec les plastiques. Il y avait un problème sur la matière première. On était quelle année, là? Au début des années 2000? Moi, je suis arrivé, ouais, exactement. Je suis arrivé en 2001. Alors, voilà. J'avais commencé à travailler dans le domaine des matières plastiques, mais on en reparlera par derrière. 98%, et à l'époque, c'était plus que ça, des matières plastiques, ça vient des ressources fossiles. Ça vient du pétrole, ça vient du charbon, ça vient du gaz, de ces choses-ci. Mais on voyait déjà un problème potentiel sur la ressource. J'en reviendrai par derrière, parce que souvent on nous dit il n'y aura plus de pétrole, on ne pourra plus faire. Ça, c'est une blague. Du pétrole, il y en a beaucoup. Chaque année, ça fait à peu près 30 ans qu'on nous dit qu'il ne va plus y avoir de pétrole. Et chaque année, les réserves prouvées augmentent. Bon, évidemment, le stock est fini, donc ça finira par s'épuiser si on tape trop dedans. Mais il y a plein de gaz naturel. Du gaz naturel, on peut en faire, ne serait-ce qu'en faisant fermenter des produits végétaux. Et avec du gaz naturel, on sait faire du pétrole synthétique très peu cher. Donc voilà. Alors on va venir aux choses sérieuses du point de vue non plus de la vie personnelle et professionnelle, mais du sujet donc du traitement des plastiques. Alors ces plastiques, effectivement, ils nous posent de gros problèmes aujourd'hui. Mais de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu ce que ça recouvre ce monde? Parce que on parle toujours on utilise toujours le même terme, mais derrière ce terme, c'est tout un monde qu'il y a. Oui, alors déjà, plastique, c'est un terme trivial, usuel, que l'on utilise tous les jours, mais scientifique. D'où il vient finalement? En fait, ça vient de la propriété, de la plasticité. La plasticité. Le fait que quand vous exerciez une contrainte mécanique dessus, vous êtes capable de le déformer. Vous savez, il y a plusieurs types de comportements. Il y a les élastiques, vous tirez dessus, si vous relâchez, il reprend sa forme. Puis il y a d'autres matériaux qui sont plastiques. Vous tirez dessus, il s'allonge, vous arrêtez de tirer dessus, il reste allongé. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la plasticité. Et la très grande majorité des matières polymères, voilà, j'ai lâché le mot scientifique. Oui, il va falloir qu'on essaie de comprendre, il faut que tu nous Alors qu'est-ce que c'est qu'un polymère? Voilà. Les polymères, c'est tout ce qui permet de faire des matières plastiques. Les polymères... Ça ne s'avance pas beaucoup. Non. Alors, on n'a pas tous fait des études en grec, moi le premier, mais on sait tous ce que ça veut dire poly. Poly, ça veut dire plusieurs. Et mono, on sait tous ce que ça veut dire un. Et en fait, un polymère, c'est une molécule, un agencement d'atomes géant, qui est fait en enfilant, c'est exactement comme quand on enfile des perles dans un collier, quand on enfile des petites molécules et qu'on les connecte les unes aux autres. Ce sont donc des macromolécules géantes qui sont constituées d'unités de base, des briques élémentaires. C'est un peu comme si vous preniez des trombones, des rouges et des verts, et vous les enfilez. Et plus ils sont longs, plus la molécule aura des propriétés particulières, et selon ce que vous enchaînez les uns avec les autres, vous avez des propriétés différentes. Voilà. Donc en fait, les polymères, les plastiques, c'est des molécules géantes. Après des molécules géantes, il y en a plein dans la nature. L'ADN, ce qui constitue notre patrimoine génétique, c'est un polymère naturel fait des fameuses 4 bases. Nos protéines, c'est ce qui constitue nos muscles, des constituants essentiels des corps organiques. C'est fait avec les 21 aminoacides qui sont les briques élémentaires. Voilà. Donc l'homme n'a fait que réinventer, synthétiser des nouvelles molécules géantes qui n'existaient pas et qu'il a découvert peuvent avoir des propriétés extraordinaires. Alors dans les polymères, il y a encore une subdivision. Ah oui, alors après, je ne vais pas vous barber de termes, mais il y en a 3. Il y a les thermoplastiques, il y a les élastomères et il y a les thermodurcissables. Alors après, normalement, alors ça, c'est 3 termes assez barbares. Bon, par contre, les thermoplastiques, on a oublié thermo et puis on a retenu plastique. C'est tous les plastiques et tout ce qu'on connaît. Quand vous avez votre crayon, quand vous avez votre sac plastique, le film, l'emballage, une boîte, quand vous vous asseyez dans votre voiture, voilà, tout ça c'est des plastiques autour de vous. C'est d'ailleurs tellement courant qu'on a inventé un terme plastoc. Quand on invente des termes un peu familiers comme ça, c'est que... Mais celui-là, je l'aime pas.
Non. Parce qu'il a une connotation péjorative. Oui, tout à fait. Quand on dit c'est plastoc, c'est mastoc, c'est pas terrible. Alors on va en reparler par derrière. Les plastiques, c'est fantastique. Oui. C'est magique. C'est magique. Il y a plusieurs mots pour les caractériser. Après, c'est problématique aussi. Mais bon. Donc, si je termine, vous avez les plastiques. Les élastomères, c'est des élastiques. Bon, alors, les élastiques pour emballer des feuilles ou des choses comme ça, l'application est limitée. Par contre, tous vos joints en silicone dans votre baignoire, tout ça, c'est des élastomères. Et tous les thermodurcissables, peut-être que vous avez déjà vu des gens qui bricolent et puis qui prennent une cartouche et qui injectent une mousse qui devient toute jaune pour combler du vide, pour isoler phoniquement ou thermiquement. Ça, par exemple, c'est du polyuréthane. Ça, c'est ce qu'on appelle les thermodurcissables. Finalement, c'est partout. On n'en est même pas forcément conscient, mais c'est... C'est vraiment partout. Je peux déjà expliquer où est-ce qu'on les trouve, mais je vais déjà donner 2 chiffres. Chaque année, on en produit 500 millions de tonnes par an. 500 millions de tonnes. Du plastique, on sait tous que c'est du plastique. C'est super léger. 500 millions de tonnes, ça fait un volume extraordinaire. C'est le matériau qui est le plus produit au monde en volume. Devant le béton, devant le ciment, devant l'acier. C'est ça. Depuis que l'homme a commencé à créer des plastiques à l'échelle industrielle, et on considère que l'essor industriel des plastiques, c'est à partir des années 50. Depuis les années 50, on estime qu'on a produit 10 000 milliards de tonnes de plastique qui se sont malheureusement accumulés. Parce qu'on va parler par derrière, c'est des matériaux qui sont plus robustes que nous. Il faut moins se faire de soucis pour les plastiques que pour notre propre existence qui est dedans. Pour terminer, là, ce qu'on appelle par exemple composite, matériaux composites, ça rentre aussi dans la famille des plastiques ou... Tout à fait. Alors, les composites, c'est un matériau qui est, par définition, composé de différentes choses. Il a souvent ce qu'on appelle une matrice, un constituant de base qui est le plastique, dans lequel on va aller souvent dans un objectif de renforcement mécanique, thermique, éventuellement pour apporter d'autres propriétés, éventuellement électroniques, aller mettre des charges qui peuvent être des fibres, qui peuvent être des poudres qui sont dedans. C'est encore pire à traiter ces matériaux-là. Parce qu'en fait, ils n'ont pas une composition unique. C'est un agglomérat de différents matériaux, et si on veut les traiter ou les recycler, il faut savoir les désagréger. Voilà. Alors, je rebondis sur une question. J'ai donné 2 grands chiffres, là. 500 millions de tonnes par an, 10 000 milliards de tonnes de plastique créées depuis dedans. L'autre chose, c'est que quand on regarde autour de soi, il y a des plastiques partout. Déjà, s'il n'y avait plus de plastique, on serait à moitié à poil. La majorité de nos vêtements, ce sont des textiles synthétiques. Parfois, on a encore de la laine, du coton, mais souvent, c'est des polyesters, c'est du tergal, c'est des choses comme ça. Il n'y a qu'à regarder cette table, il y a peut-être un petit peu de bois à l'intérieur, c'est pas sûr. Son revêtement, c'est un mélaminé, c'est un thermodurcissable. Le micro qui est en face de moi, c'est une mousse très typiquement polyuréthane. Tout ce qui est autour, les peintures, c'est des polymères acryliques. Le textile du rideau, voilà. Même peut-être la vitre. La vitre, on pense que c'est du verre fondu, mais on a des verres organiques. Le polycarbonate, c'est mieux que le verre en verre. C'est plus léger, c'est plus solide. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que, c'est l'heure de voyage extraordinaire dans les sciences. Et donc, Jean-Louis reçoit aujourd'hui Jean-François Carpentier, qui est professeur de chimie, on peut dire ça comme ça, chimiste, à l'université de Rennes. Alors, on va continuer évidemment d'essayer de comprendre un peu les problèmes qui se posent autour de ces plastiques. Donc l'usage, évidemment, les usages sont immenses. Enfin, non seulement ils sont immenses, mais en plus ils sont croissants. Oui. Ils sont croissants. Mais ils sont croissants. La production malgré un discours général qui consiste à dire soyez plus économe dans l'usage des plastiques. C'est parce que la vie est compliquée et elle est pourrie de paradoxes. Les polymères sont pas des matériaux sympathiques parce qu'effectivement, on va le voir, ils ont une durée de vie très longue.
ils s'accumulent dans l'environnement, notamment dans les milieux marins, et ça pose beaucoup de problèmes. Mais à côté de ça, je leur ai dit, ce sont des matériaux fantastiques. Ils ont des propriétés. Le fait qu'ils soient en essor constant, c'est parce que ils se substituent à plein d'autres matériaux qui sont dedans. On a coutume de dire que l'industrie automobile s'est révolutionnée et que les véhicules sont devenus de plus en plus performants avec des consommations en essence qui n'ont cessé de décroître. Je l'ignore et j'en suis persuadé, il y a eu des progrès dans la mécanique en elle-même. Mais si les véhicules sont beaucoup moins gourmands en essence, c'est essentiellement parce qu'ils se sont allégés. Avant, vous aviez l'intégralité de votre voiture, c'était du fer et de l'acier. C'était un poids extraordinaire. Une voiture qui faisait 2 tonnes, 3 tonnes, c'est courant à l'époque. Maintenant, les voitures, elles font moins d'1 tonne, généralement, nos petites voitures citadines européennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a du plastique partout. Le plastique, une de ses premières propriétés, c'est d'avoir des propriétés de résistance mécanique extraordinaires quand on le ramène à sa quantité de poids, à sa masse. Donc, ce sont des matériaux qui se sont imposés dans énormément de domaines. Alors, ils se sont imposés, mais ils se sont aussi déposés quelque part, je dirais. Ouais. Alors, est-ce qu'on assiste sur les plastiques à des choses qu'on voit déjà pour d'autres matériels, par exemple les ordinateurs, avec des zones dans lesquelles ils sont envoyés pour récupérer les pièces, je pense à l'Afrique en particulier, etc. Est-ce que pour le plastique, on trouve un peu aussi le même problème, c'est-à-dire de les renvois pour retraitement pour enfouissement, je sais pas comment. Alors, il y a déjà une première chose à dire. C'est que une matière plastique, elle a 2 destins. Soit, malheureusement, elle est abandonnée et elle se retrouve dans un terrain vague, elle tombe sur quelque terre part. Et sur mer. Ouais, mais même, voilà, je vais le dire. Je termine ma phrase. La deuxième chose, c'est qu'après, on est soit capable de la récupérer, et après, on peut imaginer d'en faire un traitement. Ou au moins d'essayer de la ranger là où ça gêne le moins. J'en parlerai. Mais même quand on pense avoir une conscience écologique et qu'on fait attention de ne pas jeter des choses en plastique, de ne pas laisser voler des sachets, et ainsi de suite, il faut simplement penser que notre usage quotidien génère des quantités de microplastiques, de petits plastiques, qu'on n'arrive pas à collecter et qui se dispersent partout dans l'environnement. Quelques exemples Alors, il y a un exemple qui est assez connu et un autre qui est assez méconnu. Et pourtant, je pense qu'il est beaucoup plus important. Celui qui est certainement le plus connu, c'est que dans beaucoup de produits d'hygiène, les formulations mettent des microbilles, des particules de polymère qui permettent d'apporter de la texture. C'est par exemple le cas de shampoing ou de spray ou de ces choses-ci. Évidemment, quand vous les mettez sur vous, ça part à la douche, ça part à l'usage, ça finit dans l'eau. Ils sont tellement petits qu'on n'arrive pas à les collecter. Même quand on purifie l'eau, ils passent au travers. Ils prennent le cycle de l'eau, ils s'en vont dans les rivières, ils finissent dans l'océan, et il y en a partout. Un deuxième auquel on pense beaucoup moins, c'est quand on utilise sa voiture. Après, vous allez me dire, si vous avez une vraie conscience écologique, vous n'utilisez pas de voiture. Que le vélo. Sauf si vous avez une voiture électrique. Mais même avec une voiture électrique, vous avez des pneumatiques. Oui. Des pneumatiques, qu'est-ce que c'est ? C'est 70% de matière plastique. C'est de l'élastomère. C'est du caoutchouc naturel. Mais ça peut être aussi du caoutchouc synthétique. Qu'il soit naturel ou synthétique, c'est à peu près la même chose. Et puis, il est noir parce qu'on a mis du noir de carbone dedans, on a mis une armature en fer pour faire dedans. Mais vos pneus, ils s'usent. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ils s'usent ? Ils s'usent parce qu'il y a des petites particules avec l'abrasion naturelle de la route qui font qu'il y a des petits morceaux de vos pneus qui, chaque fois que vous l'utilisez, s'en vont. Ils restent sur la route, la pluie passe et c'est reparti, c'est le même circuit. Ça va dans les rivières, dans les fleuves et dans les océans. Et les pneus, je connaissais le chiffre, je ne l'ai plus en tête, on en produit plusieurs centaines de millions unitaires par an. C'est gigantesque, les quantités de polymères qui partent comme ça. Donc le premier problème, c'est la collecte. Il y en a certains qui nous échappent, parce que je viens de le dire, sont tellement petits qu'ils sont fugaces. Et puis après, il y a des macro-déchets, des déchets qu'on voit à l'œil nu, nos emballages plastiques,
des objets qui deviennent réformés, des vieux ordinateurs, des sièges de jardin, des voitures où il y a des tableaux de bord, un salon de jardin, comme tu dis, Jean-Louis. Voilà, il y a plein de choses. Et là intervient un deuxième problème. C'est la collecte et la qualité de la collecte. Parce que, vous savez, on a instauré depuis des dizaines d'années, de façon plus ou moins drastique et plus ou moins efficace, ça dépend ce qu'on appelle des politiques publiques dans des décisions des gouvernements, des administrations, des collectivités territoriales, d'être plus ou moins drastique sur la façon dont on collecte nos déchets. Avant, dans le meilleur des cas, on avait une poubelle et on mettait tout dedans. Maintenant, on a des collectes on essaie de faire sélectives, exactement, et on met tout ce qui est recyclable. Le métal, les emballages plastiques, et ainsi de suite. Mais de la qualité de votre collecte dépendra l'efficacité du recyclage. Il y a un chiffre que j'ai en tête, c'est que si vous avez des matières plastiques qui tombent dans une poubelle générale, au mieux, on est capable d'en récupérer que 5%. 5% des plastiques qui sont dans une poubelle générale peuvent être recyclés, s'en vont dans une filière de recyclage. Alors que si vous avez un tri sélectif, si vous récupérez que les emballages plastiques, par exemple, c'est 65% qu'on va réussir à amener vers des filières de recyclage. C'est 13 fois plus. Alors ça, on va en parler évidemment longuement. Moi, je suis assez frappé de voir que, suivant le lieu de vie, les règles de tri ne sont pas forcément toujours les mêmes. Alors, ça peut être lié aux instruments qui existent derrière après pour le retraitement, mais c'est un peu... c'est choquant, je suis d'accord. Oui. Non seulement c'est très variable d'un pays à l'autre, et on peut même déjà s'étonner, c'est très variable au sein des pays de l'Union européenne. J'ai en tête des chiffres. Le recyclage des matières plastiques en France, c'est seulement 25%, alors que ça monte à plus de 65% dans d'autres pays européens. En Allemagne, donc, par exemple je pense que les pays les plus efficients, cette matière-là, c'est des pays du Nord. Du Nord, Norvège. Suède, Norvège, ainsi de suite. Allemagne est certainement bien placée, qui est dedans. L'objectif, il y a un objectif européen qui a été fixé, je crois, à un horizon de 2030 ou 2035, qui est d'atteindre 50%. On en est très loin en France, je vous dis, on n'en est qu'à 25% sur les emballages plastiques qui est dedans. Non seulement c'est variable d'un pays à l'autre, mais au sein d'un même pays, c'est très variable d'un territoire à l'autre. Ça dépend effectivement des infrastructures, de la volonté publique, politique, de faire cela. Ouais. Et... Alors, moi je suis frappé, donc c'est très terre à terre, ma remarque. Nous sommes à Guichen, riverains de la Vilaine, donc habitués aux crues de la Vilaine. Il y a une quinzaine d'années, quand il y avait une crue de la Vilaine, à la décrue, les arbres qui bordaient la Vilaine étaient, mais alors, couverts de sacs plastiques, de détritus et tout ça. Maintenant, on a toujours les crues, mais il y a très très peu de... Il y en a moins, ouais. Oui, alors, beaucoup moins. Hein. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui. Le recyclage des matières plastiques, c'est compliqué. C'est compliqué et il y a un point qu'on va voir par derrière, ça coûte plus cher que de produire des matières plastiques neuves. C'est peut-être le principal problème. Donc, c'est compliqué parce que il faut déjà s'astreindre à les collecter, à bien les collecter, et après, il faut mettre en place des filières de recyclage, et c'est compliqué techniquement. On verra. Mais un point qu'on n'a pas dit, c'est que le meilleur plastique, ou le meilleur déchet plus exactement, c'est celui qu'on ne produit pas. Le principal problème, c'est pas les plastiques, c'est le mauvais usage que l'on fait des plastiques. Un point que j'ai pas abordé, c'est la durée de vie d'usage des plastiques. Parce que j'ai évoqué des applications, mais elles sont extrêmement variables. Quand vous allez au supermarché et que vous achetez un steak qui a été prédécoupé et qui est déjà emballé, il est dans une barquette généralement de polystyrène et il a un film au-dessus qui peut être soit du polypropylène, soit de l'acide polylactique, peu importe, qui est dedans. Entre le moment où ce polymère a été produit et le moment où vous l'achetez et où vous allez le jeter dans une poubelle, combien de temps il se passe ? Au plus 6 mois.
au plus 6 mois. On parle d'une durée d'usage. Et entre le moment où on a emballé votre steak, le moment où vous l'achetez et vous jetez après l'emballage, il y a quelques jours. Oui. La durée d'usage de ce plastique, c'est quelques jours. Si vous prenez vraiment de l'échelle au moment où il était produit, c'est au mieux 6 mois. Mais si on utilise des plastiques pour faire, par exemple, des canalisations d'eau, beaucoup plus résistantes que des canalisations en acier ou en béton, parce que le béton, avec les mouvements de terrain, ça se casse. L'acier, ça finit par s'oxyder et ça finit par se percer. On a des canalisations en plastique qui peuvent durer largement plus de 50 ans, voire 100 ans. Mais là, vous voyez que vous êtes sur une échelle de durée d'usage qui va du jour au siècle. Oui. Mmh. Le vrai problème, c'est qu'on utilise une quantité faramineuse de matière plastique pour de l'emballage et du suremballage. Mmh. Et ça dure quelques jours. Et ça représente une part énorme de la quantité de polymère que l'on utilise. On a tous commandé des choses en ligne. On reçoit des colis... Non, c'est pas possible de faire ça. Ça vous arrive. Même ceux qui ont la meilleure conscience écologique. Et parfois, on reçoit un tout petit objet qui est dans un méga carton, où il y a des chips de polystyrène, là, les petits trucs là qui ressemblent à des huîtres, à des pâtes, là, un petit peu. Et à l'intérieur, il y a une autre boîte qui a été emballée, parce que votre objet est fragile, avec un sac plastique dans lequel on a mis de l'air qui sert d'amortisseur. Puis il y a encore un film. Regardez toute la quantité, tout le volume de polymère que vous avez utilisé pour une chose. Bon. Alors, pour revenir à votre remarque, on voit moins de sachets plastiques accrochés sur les arbres quand la rivière déborde et que ça dérive un petit peu. Heureusement, on a quand même mis en place des politiques où maintenant, on ne nous livre plus systématiquement nos courses dans une dizaine de pochons plastiques, là, comme les appellent nos collègues suisses ou canadiens, et que dans le meilleur des cas, on recyclait chez nous pour pouvoir utiliser, mais qui, dans la grande majorité des cas, partait, ça s'envolait avec le vent, Oui. et ça retrouvait par terre. Voilà. Alors, un point que j'ai pas abordé, mais je pense qu'il est extrêmement important. Je vous ai dit, il faut collecter les déchets plastiques. Et bien les collecter. Non seulement il faut bien les collecter, mais quand on les collecte pas bien, on sait pas quoi en faire, parce que c'est super compliqué de les trier. Et on n'en parlera pas d'ailleurs. C'est des hommes qui les trient à la fin. Hein. Les machines savent trier, mais pas aussi bien que les yeux des hommes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a 3 possibilités quand on a collecté des déchets plastiques. Soit on cherche à les recycler. C'est l'issue principale aujourd'hui ? Non, dans le monde actuellement, non. C'est la destination minoritaire. La majorité des matières plastiques, une fois qu'elles sont collectées, soit on fait un trou et on les enfouit. Ce sont des décharges. Alors, heureusement, ça devient de plus en plus interdit en Europe. Il y a certains pays qui l'ont complètement banni. La Finlande, à ma connaissance. La France, on a toujours le droit. On connaît tous cet exemple là de cette fameuse décharge du côté de Marseille où oui, à proximité il y a des de sacs plastiques qui volent dans tous les sens dedans. Donc il y a l'enfouissement. Ça, c'est catastrophique parce que ça vient polluer les nappes phréatiques, le sol, tout l'écosystème. Et puis, il y en a une qui est décriée, mais que personnellement, je trouve bien, qui est de les incinérer pour récupérer l'énergie chimique qui est dedans et produire de l'énergie, de la chaleur ou de l'électricité. Voilà. Donc, les 3 destinations, c'est le recyclage, l'enfouissement ou l'incinération. L'incinération contrôlée. Alors, l'enfouissement, je crois qu'on voit très bien. La réutilisation sous forme d'énergie aussi. Ouais. Le recyclage, qui est sans doute l'enjeu principal pour l'avenir. Alors, où est-ce qu'on en est sur ce problème-là ? Alors, c'est très variable. On en est au balbutiement. Seulement ? Ah oui, on en est largement au balbutiement. Globalement, on estime qu'il y a à peu près 5% des polymères, des plastiques produits, qui sont effectivement recyclés. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est pas parce qu'on les collecte dans une poubelle qui est destinée au recyclage qu'ils sont effectivement recyclés. Il y en a toute une partie qu'on n'arrive pas à suffisamment nettoyer, trier, pour qu'on puisse les recycler et en faire des matières utiles. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que quand vous avez pris votre pot de yaourt liquide ou je ne sais pas quoi, votre film qui était au contact de votre tranche de foie de veau, eh bien, elle est souillée. C'est souillé par les déchets de yaourt, c'est souillé par les déchets alimentaires, par d'autres choses.
Après, c'est compliqué aussi. Parfois, il y a des déchets plastiques, il y a des étiquettes dessus. Quand vous avez une bouteille d'une eau minérale ou d'un soda, il y a un papier, oui. Voilà. Et ça, c'est pas les mêmes matières plastiques. Il y a des centaines de matières plastiques différentes. Et quand les objets de la vie de tous les jours, c'est rare qu'ils ne soient constitués que d'un seul type de polymère. Et donc, quand on les a collectés, il faut réussir à les nettoyer et à les trier de façon suffisamment efficace pour que la qualité du recyclat, de la matière première que l'on souhaite recycler, soit suffisamment bonne pour que les propriétés finales correspondent aux choses. En pratique, il n'y a qu'une chose que l'on arrive très bien à recycler maintenant. Ce sont les matières plastiques, on appelle ça du PET. Alors, je vous engage tous, parce que quand on a des objets en plastique, vous regarderez par derrière, il y a souvent un petit triangle, et dedans, il y a un chiffre au sein de ce triangle. Ça va de 1 à 7. Et le chiffre 1, c'est celui pour le PET. Donc, si vous avez une bouteille d'un soda, on va pas donner de marque, on n'est pas sponsorisé dans votre... Non. Et bien, vous regarderez par en dessous, il y a de très 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 grandes chances que votre bouteille de soda soit faite avec un plastique qui est codifié 1, qui est le PET, le polyéthylène terephthalate. Eh bien, la quasi-totalité des liquides alimentaires sont faits avec cette même matière première. Or, des bouteilles, des déchets de bouteilles alimentaires, c'est facile à repérer, c'est facile à trier. Vous les voyez, les machines arrivent à les détecter. En plus, chimiquement, c'est différent d'une très grande majorité des autres plastiques. C'est ce qu'on appelle un polyester. Les autres sont des polyhydrocarbures. On arrive à faire ça. Donc on arrive à recycler très efficacement le PET. Et quand on a cette matière première, on arrive à refaire les mêmes bouteilles avec quasiment les mêmes propriétés qui est dedans. Et il y a des politiques publiques, des réglementations qui ont été mises en place pour contraindre les entreprises qui produisent ces emballages, qui sont ce qu'on appelle des plasturgistes, ceux qui mettent en forme des matières plastiques, pour inclure un minimum de polymères recyclés avec du polymère neuf. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas des bouteilles qui ne soient faites que de plastique nouveau, fait à partir de pétrole ou ces choses-là. J'avais cru comprendre ça, c'est le seul qu'on arrive à faire comme ça. J'avais cru comprendre aussi que le fait de mettre des colorants dans certains plastiques posait justement des problèmes au niveau du recyclage. Bien sûr. Les polymères, ils sont rarement utilisés tels quels. On va soit les teinter, on va soit y mettre des additifs pour les stabiliser, par exemple à l'exposition de la lumière, pour qu'ils ne deviennent pas cassants, qu'ils ne jaunissent pas. On va y mettre des composés qui vont, par exemple, être des choses qui vont agir comme antibactériens. Voilà. Donc il y a toute une multitude de charges qui sont mises dedans. Et donc ces charges, il faut être en capacité de pouvoir les extraire. Ça revient sur la question que tu posais au départ, des composites. Plus on a un matériau qui est sophistiqué, qui est multi-composant, même plus c'est compliqué de séparer ces composants. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que chaque fois, c'est vrai partout dans l'industrie, ça. Chaque fois qu'on manufacture, qu'on produit des objets, on prend les matières de base. On les assemble pour faire un produit fini. Quand il faut désassembler un produit fini, c'est compliqué. C'est pour ça que même un gros consommateur, et j'en ai parlé au tout début, de matières plastiques, c'est l'industrie automobile. Mais la déconstruction d'une automobile, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'interventions humaines. Il faut que quelqu'un rentre dedans pour enlever le tableau de bord. Après, on se retrouve avec une carrosserie nue. C'est vrai pour les bateaux aussi, je suppose, alors. Ouais. L'économie circulaire, comme on la trouve dans d'autres domaines, dans ce domaine-là, elle reste encore Alors ça démarre. Comme un rêve ? Je pense que ça démarre et ça va certainement modifier la façon dont on va utiliser et produire des objets. Pardon. Si on veut avoir un taux de recyclage qui soit plus efficace, il va falloir éviter de faire des produits aussi sophistiqués qu'on ne le fait. Il va peut-être falloir faire des produits un petit peu moins performants, mais qu'on arrivera beaucoup plus facilement à recycler. On va arriver forcément à la recherche, là.
Ouais. Alors avant d'arriver à la recherche, je rappelle que nous sommes toujours dans notre voyage. Nous continuons le voyage au pays des sciences et nous écoutons avec beaucoup d'intérêt. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi, auditrices et auditeurs. Donc Jean-François Carpentier, nous parlons de plastique, de tous les problèmes que ça nous pose. Donc Jean-Louis, Oui, on arrivait juste à l'instant, on a fait un tour d'horizon, je pense, assez complet là sur le paysage que constitue l'ensemble des plastiques, parce qu'il n'y a pas qu'un seul plastique. Et on arrivait donc à la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qui est aujourd'hui, fait partie des enjeux aujourd'hui pour la chimie dans ce domaine, je dirais, multifacette, une complexité quand même assez grande. Alors, moi, j'en retiendrai 3, certainement pas les seuls. Il y en a un dont on n'a pas du tout parlé. C'est quelle matière première utiliser pour faire des nouveaux plastiques ? Ah oui. Parce que pour le moment, je l'ai évoqué très brièvement au départ, on fait des plastiques essentiellement à base de pétrole. Et ces plastiques sont, pour la très grande majorité d'entre eux, pas décomposables, pas dégradables. Donc on reparlera, il y a un enjeu là-dessus. Il y en a un deuxième qui tourne autour de l'ingénierie du recyclage lui-même. Réussir à mettre au point des techniques qui permettent de mieux séparer les polymères à partir des déchets et de mieux les recycler. Et il y en a un troisième qui est vraiment en plein boom actuellement. Là, ça a vraiment explosé il y a 5 ans. Donc ça veut dire qu'on est très en amont d'une application future. Mais c'est de revoir complètement les matières premières qui peuvent, la structure même chimique des polymères, pour essayer de mettre en place des polymères qui seront stables durant leur durée d'utilisation, durant leur période de vie, mais que l'on arrivera facilement à décomposer pour revenir à la matière première, le monomère, à partir d'un déchet. Donc c'est ce que nous on appelle un peu du molecular design, de la conception moléculaire, pour faire des nouveaux types de monomères qui produiront des polymères, des plastiques qui idéalement auront les mêmes propriétés avantageuses que les polymères que l'on connaît actuellement. Mais chimiquement ils seront différents. Et par exemple quand on les chauffera, ils se décomposeront pour redonner la matière première. Voilà. Donc ça, c'est tout un axe de... Pendant des décennies, la chimie des polymères, ça date de 1920. C'est un siècle, essentiellement. Une chose que j'ai pas dit, les premiers polymères, vous savez pourquoi l'anecdote, ils ont démarré ? C'est parce que il y avait... Alors, j'ai oublié son nom. Je pense que c'était une Anglaise qui était excédée, à l'époque, de voir que l'on décimait les populations d'éléphants pour faire des boules de billard et des objets en ivoire, et notamment des boules de billard. Et comme elle était fortunée, elle a lancé un concours en disant « Le premier inventeur qui me trouve un matériau identique à l'ivoire, je lui donne un paquet de pognon. » Et c'est comme ça qu'on a inventé la résine phénoplastique, la bakélite. Ah, c'est une belle histoire. Oui, c'est venu d'une initiative personnelle à SSLOCI. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je raconte ça. Mais voilà, oui, ça a à peu près un siècle, l'histoire de la chimie des polymères. Pendant un siècle, les chimistes n'ont réfléchi que d'une façon. Voilà les matières chimiques dont on dispose à partir du pétrole. Comment on peut les combiner pour faire des nouvelles matières plastiques ? Depuis 5-10 ans, maintenant, les chimistes pensent comment on pourrait utiliser le réservoir global de molécules chimiques, les ressources fossiles, mais aussi tout ce qui est bioressources, des ressources qui sont renouvelables à l'échelle annuelle, pour faire des molécules qu'on pourrait transformer dans des nouveaux plastiques qui pourraient être facilement décomposables et facilement recyclables. Ça, c'est le recyclage chimique. Et le premier axe, donc c'en est assez balbutiement, le premier axe que j'ai évoqué, qui est important aussi, c'est comment on peut se déporter des ressources fossiles traditionnelles, des ressources pétrolières, essentiellement, pour faire d'abord des plastiques qui seraient plus sympathiques, parce que déjà, ça nous affranchirait de l'exploration pétrolière, qui n'est pas... elle est préjudiciable pour l'environnement, dans tous les cas. Dans le meilleur des cas, c'est un risque, mais souvent, il y a quand même un préjudice évident.
comment on peut utiliser d'autres ressources. Alors, là, je vais essayer de faire passer un message qui n'est pas simple, mais qui est le suivant. Il faut distinguer la ressource de la capacité de dégradation d'un plastique. Voilà. La ressource, c'est quoi ? C'est soit des polymères, des matières premières fossiles, pétrolières, soit des matières renouvelables, typiquement des bioressources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que les matières sont recyclables ou pas ? Est-ce qu'elles sont biodégradables ? Là où je veux insister, c'est qu'il n'y a aucune relation, aucune identité. Ça n'est pas parce que vous êtes issu d'une matière première biosourcée, renouvelable, que votre plastique est biodégradable. Vous pouvez avoir un plastique fait à partir d'une matière naturelle, renouvelable, une ressource alimentaire, par exemple, une ressource végétale. Votre polymère, il peut être tout autant absolument indégradable à l'échelle de plusieurs siècles, comme il peut être biodégradable. Et la réciproque est vraie. Vous pouvez prendre une ressource pétrolière et faire un polymère qui sera 100% biodégradable, c'est-à-dire que si, malencontreusement, votre plastique vous échappe et s'en va dans la nature, eh bien, d'ici quelques semaines, quelques mois, il sera re-rentré dans le cycle naturel du carbone. Il aura formé du CO2 et de l'eau, et il repartira après pour la photosynthèse. Alors revenons, donc, bioressources. Ouais. Ça suppose qu'on ait suffisamment aussi de matériaux qui répondent aux critères souhaités. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là ? Alors, souvenez-vous d'une chose que je vous ai dit au départ, on produit à peu près 500 millions de tonnes de polymères par an. C'est gigantesque. S'il fallait produire 500 millions de tonnes à partir de matières biosourcées renouvelables, on risquerait d'avoir un autre problème. C'est-à-dire que ce que l'on a vocation à utiliser comme une ressource alimentaire, en premier lieu, pourrait être déporté vers d'autres usages pour faire des matières plastiques. Bon, il ne s'agit pas de transformer un problème d'environnement en un problème de famine dans des pays qui sont... voilà. Et ça a été un véritable problème, parce que les premiers polymères biosourcés qui ont été faits, ils ont été faits à partir de matières premières alimentaires. Essentiellement, c'était du sucre dont on avait besoin. Et donc, qu'est-ce qui produit du sucre ? De la canne à sucre, des betteraves sucrières, des céréales qui étaient dedans. Les céréales, vous avez de l'amidon, si vous décomposez l'amidon. Mais bon, avec ton exemple, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il faut réduire la consommation de sucre de toute la population, si on a bien compris, pour des raisons sanitaires, cette fois. La canne à sucre et la betterave sucrière ne servent essentiellement à faire que du sucre ou de l'alcool, ce qui n'est pas mieux en termes de santé publique. Par contre, une autre source majeure de sucre, c'est le maïs. Or, le maïs, c'est un aliment essentiel pour le bétail, pour l'homme et pour le bétail. Les céréales, c'est pareil, qui sont dedans. Et donc, on aurait une concurrence qui induirait un biais majeur avec des risques d'affamer certaines populations dans des pays qui seraient défavorisés. Donc maintenant, on est en train de se dire, voilà, il y a un polymère qui est apparu, qui est complètement basé sur le sucre, c'est celui qu'on appelle le PLA, le polylactide ou l'acide polylactique. Je ne sais plus quel est son code qui est dedans, mais qui est une matière, vous en avez tous acheté, beaucoup de barquettes alimentaires contiennent cette chose-ci. C'est un polymère qui est facilement biodégradable, c'est-à-dire que, notamment si on le met dans un compost industriel, à 60-70 degrés, en quelques jours, il est complètement décomposé et il repart dans le cycle naturel du carbone. Mais ça, on sait en faire 1 million de tonnes par an. Ça représente une quantité infinitésimale par rapport aux 500 millions dont on a besoin. Donc actuellement, on essaye d'utiliser des bioressources qui ne sont pas en compétition alimentaire. Et la principale bioressource qui est très largement disponible, c'est la cellulose. Ce sont tous les déchets de bois. D'accord. Parce que dans l'industrie du bois, quand on le destine, par exemple, à faire des meubles ou ainsi de suite, il y a énormément de chutes. Il y a des sciures, ainsi de suite. Ça représente une quantité extraordinaire qu'on peut utiliser. Alors c'est un véritable défi chimique de réussir à transformer la cellulose, qui est au passage lui-même un polymère naturel. La cellulose,
Comme l'amidon, ce sont des polymères naturels. Le bois a des propriétés extraordinaires. C'est le premier matériau que l'homme a utilisé pour manufacturer ne serait-ce que son abri. Pourquoi le bois a des propriétés aussi avantageuses que ça ? C'est entre autres parce qu'il a des propriétés mécaniques qui sont dues à son polymère. Réussir à décomposer la cellulose pour en faire une matière première et faire des nouvelles matières plastiques, c'est compliqué chimiquement. Il y a déjà des solutions. Oui. On sait décomposer la cellulose. Le problème, c'est une chose qu'on n'a pas encore abordée, c'est le coût. Oui. On en revient toujours à une question de coût. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas astreint aux mêmes règles, et je parle à l'échelle planétaire, ça sera toujours le moins bon élève, celui qui ne voudra pas suivre la démarche la plus écologique, qui continuera à produire à bas coût, selon des procédés. Ce qu'il faut bien regarder, je l'ai pas dit non plus, mais il faut faire 500 millions de tonnes de polymères par an. C'est des quantités gigantesques. On ne peut pas imaginer une réduction aussi des consommations de... Ah si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean-Louis. Oui. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Qu'on ne produit pas. Il est évident qu'il faut... Il y a un mésusage extraordinaire des quantités de matière plastique. J'en sais rien, mais au moins la moitié. Tout ce qui est notamment dans le domaine de l'emballage et du suremballage, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment... On peut s'en affranchir là-dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez imaginer que si l'industrie sait produire chaque année 500 millions de tonnes de polymères, les procédés ont été optimisés, mais comme vous n'imaginez pas. La production de matières plastiques dans les usines pétrochimiques, c'est probablement parmi les procédés les plus optimisés qui existent sur Terre. Vraiment, 1 kilogramme de polyéthylène qui sort d'une usine pétrochimique, ça vaut moins de $1. C'est moins cher que nous, on paye notre litre de gasoil ou de super. C'est vraiment une matière première de base. C'est extrêmement peu cher. Et très peu cher. Le problème, c'est que, les nouveaux polymères qui sont issus de bioressources, c'est au minimum 2, 3, voire 10 fois plus cher. Première chose, les polymères qui sont issus du recyclage collectent des déchets, ça coûte. Le tri des déchets, ça coûte. Les performances des matériaux recyclés sont pas aussi bonnes que ça. Un polymère recyclé, c'est plus cher. Donc le problème, il est là actuellement. C'est une question de compétition. Il nous reste combien de temps il nous reste 5 minutes. Pardon, excusez-moi. Et peut-être qu'on peut proposer à nos stagiaires, je vois que Théo piaffe d'impatience. Tu as envie de poser une question ? En effet, la question que je me posais, c'est, vous aviez dit qu'il y a plein de matières microplastiques, plein de particules microplastiques qui se retrouvent dans l'air et au niveau du coup de l'eau, qui se retrouvent dans le cycle de l'eau et dans l'océan. Et vous parliez un peu plus tard des canalisations plastiques qui peuvent durer 50 à 100 ans, bien plus résistantes que l'acier. N'y a-t-il pas un risque que des microparticules de ces canalisations se retrouvent avec l'érosion du plastique par l'eau dans le cycle de l'eau? Et est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour voir quelle était l'empreinte énergétique là-dessus? C'est une très bonne question. En fait, alors comme tu le dis, des microplastiques, on en retrouve partout. On en retrouve dans l'air, on en retrouve en Antarctique, on en retrouve dans le nerf optique, ce qu'on a derrière notre œil. Ouais. On en a partout. Si on fait des analyses dans notre corps humain, on trouve des microplastiques. La fois dernière, il y a eu aussi un semi-scandale, parce que plein de gens le savaient, mais personne ne l'avait dit. Quand on achète une bouteille d'eau minérale, une bouteille d'eau en plastique, quand on regarde, il y a des microplastiques dedans. Rien que le fait d'avoir embouteillé de l'eau dans une bouteille, elle a abrasé, elle a décroché des petits bouts de plastique qui sont dedans. Donc, ta question est très bonne. En fait, il faut la traduire dans un cahier des charges, c'est-à-dire comment il faut que l'on conçoive nos matières plastiques et nos outils pour qu'il n'y ait plus cette abrasion mécanique. Voilà. Ça, c'est pas impossible. Il y a certains matériaux qui sont plus friables que d'autres. Il y en a même qui sont conçus à la base pour être friables. L'exemple du pneumatique que j'ai donné au départ, le pneu, il absorbe dedans parce que, justement, il se décompose. Voilà, ça, c'est le genre d'application qu'il faut bannir. D'un autre côté, vu la quantité de microplastiques qu'on a générée sur Terre,
je ne sais pas comment on va un jour réussir à s'en débarrasser. Il y a peut-être une bonne nouvelle, je ne connais pas bien ce domaine-là, mais on est en Bretagne, c'est peut-être l'occasion d'en parler. On a tous entendu parler, malheureusement, des marées noires. Quand on a des marées noires, c'est du pétrole qui est relargué dans la mer. Et il y a des solutions techniques, parce qu'il y a certains micro-organismes, certaines bactéries, qui sont capables de digérer les hydrocarbures. Et maintenant, il y a des gens qui travaillent sur des bactéries qui sont capables de digérer des plastiques. Les hydrocarbures et les plastiques, il y a juste une toute petite différence. Les hydrocarbures, c'est des petites molécules. Les plastiques, c'est des molécules géantes. Mais à la base, c'est la même chose. Peut-être qu'on arrivera à s'en débarrasser. Oui, c'est une question tout à fait pertinente. Hein. Mais là, les perspectives sont quand même intéressantes. Enfin, la dernière en particulier peut sembler particulièrement... Il y a une start-up, il y a une société qui est basée en Bretagne, je pense qu'elle est dans le Finistère. J'y repense quand on est en train d'échanger maintenant, donc j'ai plus ces coordonnées en tête, mais qui a notamment des solutions techniques, c'est-à-dire que quand il y a des nappes d'hydrocarbures qui sont repérées par la surveillance maritime, ils passent dessus pour asperger ces bactéries, ces micro-organismes qui viennent métaboliser, digérer, manger ces choses-ci. Et moi, j'ai vu passer des papiers scientifiques où certains commencent à faire du génie génétique, à modifier les organismes pour surexprimer leur capacité à manger des plastiques. Bon, alors, il ne faudrait pas que ces bactéries deviennent dominantes sur Terre, parce que dans ce cas-là, tout ce qui est à base de plastique disparaîtrait, ce qui serait un autre problème. Mais ça peut constituer, ça serait surprenant. Alors, ça pourrait constituer une solution technologique après. Donc on va dire quand même qu'il y a de l'espace encore pour la recherche. Plein. Et alors pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont avec nous, quel message tu pourrais donner, leur dire voilà, il y a plein de choses encore à faire. Le monde n'est pas à l'arrêt, même s'il souffre de quelques maux actuellement, mais il y a de quoi encore se passionner. Non seulement il y a de quoi se passionner, il y a de quoi s'émouvoir. Je pense que la conscience de la société n'a jamais été aussi grande qu'actuellement, de tous les maux dont on souffre, dont on pourrait souffrir à l'avenir. Et comme on le dit, il faut être acteur de son destin. Donc, pour ceux qui s'insurgent devant les dérives de notre monde industriel, mais qui ont confiance non seulement en la science, mais également en la technologie. Il ne s'agit pas de bannir la technologie. La technologie, c'est elle qui nous permet d'avoir notre confort de vie et qu'on soit heureux tous les jours. Mais c'est de devenir acteur de son destin en se lançant dans une carrière de chercheur, soit un chercheur académique, soit même aussi d'un ingénieur dans l'industrie, pour pouvoir transformer ces procédés et avoir des procédés plus éco-responsables, avoir des produits qui ne nous mettent pas autant dans les difficultés que celles qu'on identifie actuellement. Et c'est accessible à tout le monde peut faire ça. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Félix ? Tout à fait, merci beaucoup Jean-François, merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Merci Théo pour ta question et on se retrouve prochainement pour un nouveau... on parlera, je crois, de mathématiques, me semble-t-il. Eh bien, on parlera de mathématiques. Voilà. À bientôt. Merci Jean-François pour merci à vous. Ces convictions qui font quand même plaisir. Ouais. On a la science chevillée au corps.